quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bon, alors justement sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est important d'avoir un retour de quelqu'un comme toi qui a une vision élargie du secteur. T'en avais parlé pendant le Q&A Meetup, donc j'aimerais que les gens qui n'ont pas pu participer à cette présentation puissent l'entendre également. Aujourd'hui, un testeur, alors je vais pas dire est-ce qu'il fait le poids parce qu'au final on n'y est pas. Mais comment est-ce qu'il est censé appréhender son travail avec l'intelligence artificielle, que ce soit quelqu'un qui est fonctionnel ou quelqu'un qui est automaticien? Comment est-ce qu'il peut intégrer de l'intelligence artificielle dans son quotidien en sachant que c'est des outils qui démarrent, enfin, tu vois, qui sont tout jeunes, quoi. Donc, oui. Comment est-ce que tu vois le truc évoluer aussi? Alors, c'est difficile d'avoir évidemment une projection à très long terme. J'ai pas une boule de cristal. Ça évolue en plus de manière extrêmement rapide. Aujourd'hui, on voit que ces intelligences artificielles se développent. Il y a pratiquement une version par an qui sort avec des améliorations, mais aussi des dégradations. On voit aujourd'hui que ChatGPT est en train de se dégrader. Et également avec, je pense, un certain nombre de risques ou de conséquences qu'on n'a pas nécessairement anticipées, pour lesquels, je pense, aujourd'hui, on n'est pas encore prêt. Maintenant, pour répondre à ta question vis-à-vis des testeurs, il y a différents angles d'attaque, je vais dire, par rapport à ces outils ou par rapport à ces méthodes qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Il y a la manière de formuler les prompts, les questions que l'on pose à l'intelligence artificielle, et on voit déjà aujourd'hui qu'on est en train de développer, il y a même des formations qui commencent à se mettre en place. Alors, ça vaut ce que ça vaut aujourd'hui, mais ça a le mérite d'exister, c'est les prompt engineers, c'est le prompt engineering, donc c'est la manière de poser la question de manière intelligente à ces intelligences artificielles, justement, pour obtenir un résultat qui est de meilleure qualité, qui est plus précis, qui est plus ciblé, et qui va permettre évidemment de développer, par exemple, des scénarios de test, ou qui va permettre de formuler des exigences ou de formuler des user stories de manière attendue. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de maturité à ce niveau-là, mais il y a déjà des résultats qui sont des résultats assez probants. Uh-huh. Du côté des outils, pour ce que j'en vois, ce que j'en sais, il y a des outils qui aujourd'hui sont capables d'analyser des traces d'utilisateurs, par exemple, et d'en retirer des scénarios, des cas d'usage finalement, d'une certaine façon. Ce qui est assez prometteur. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui se font là-dessus, donc qui peuvent seconder, qui peuvent assister. La crainte que j'ai par rapport à cette intelligence artificielle, ce sont les biais évidemment qui sont liés à cela. Et je lisais encore assez récemment un type de biais ou un risque que je n'avais pas encore identifié à l'heure actuelle, qui est, par exemple, dans la génération d'images. On fait énormément d'images aujourd'hui générées par Midjourney ou par d'autres types d'outils d'intelligence artificielle. On a généré plus d'images en un an ou deux que peut-être dans les 3 ou 4 précédentes décennies. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'images générées par l'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui présentes sur le web, qui sont partagées, etc., parce que ces images, elles ont été générées par ces intelligences artificielles. Mais sachant que ces intelligences artificielles se nourrissent, bien évidemment, du web, on se rend compte qu'on est en train de changer complètement la proportion et la pondération, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est un peu dans une relation incestueuse avec elle-même. Elle se nourrit elle-même de ses propres productions. Et donc, ça peut amener très certainement une dérive de style, une dérive des connaissances. Et voilà, on a déjà aujourd'hui constaté pas mal de problématiques de ce type, pas mal de biais de ce type. Et je pense que le testeur a un rôle crucial à jouer par la suite, qui est dans la droite ligne de ce que
de la manière dont j'ai toujours envisagé les métiers du test. Pour moi, le testeur, c'est le trait d'union, c'est la personne qui va faire le grand écart entre, d'un côté, le métier et ses représentants, et de l'autre côté, l'informatique. C'est une personne qui va être capable de comprendre ce que veut le métier et de l'expliquer correctement et de le tester correctement face aux informaticiens purs et durs, face aux techniciens. Et donc, pour l'intelligence artificielle, je pense que le testeur a aussi un rôle de ce type à jouer, qui va être d'identifier des biais possibles, de voir où l'intelligence artificielle peut partir en cacahuète et comment finalement on peut empêcher ça, remédier ça, ou simplement tirer la sonnette d'alarme parce qu'on voit que ça dérape. Ouais, ok. Donc peut-être rester à l'affût, en fait, se tenir au courant de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Là, tu disais tout à l'heure que effectivement, on se rend compte que ChatGPT, ça va pas du tout. Je tombe régulièrement sur des vidéos de gens qui font des tests comme ça avec ChatGPT, qui lui envoie des prompts et puis qui lui demandent en fait qui sont en boucle, en fait, sur une même demande, en modifiant juste un détail, tu vois. Et en fait, on se rend compte qu'il fait des choses, mais qui sont absolument, mais complètement incohérents, mais ça va pas du tout. Et c'est vrai que, mine de rien, je sais pas du tout où je voulais en venir. Mais bon, se tenir au courant, déjà commencer par ça, et puis garder un œil dessus, quoi, tout simplement. C'est clair, mais il faut pas oublier non plus que ChatGPT n'est pas fait pour répondre aux questions, c'est pas un oracle. ChatGPT, c'est un modèle de langage. Donc il est là pour donner, avec la probabilité la plus élevée possible, le complément ou le mot qui va compléter la phrase ou la question qu'on lui a posée. Donc, alors, bien évidemment, le fait d'élargir sa base de données permet d'une certaine manière de le confondre avec un oracle, mais c'est pas prévu pour ça. C'est pas une intelligence artificielle qui a été conçue pour répondre à des questions et qui a été conçue pour devenir, je vais dire, cette espèce d'intelligence qui aurait réponse à tout. Et là, je crois qu'il y a une certaine confusion des gens. Alors, bien sûr, on peut l'utiliser, mais moi, je prêche très fortement pour ce qu'il y ait toujours, quelque part, cette dernière décision qui appartient à l'humain et qui est cet esprit critique, finalement. Et je pense que les testeurs sont, quelque part, câblés de cette manière pour avoir un esprit critique, pour dire, OK, là, j'ai ma boîte, je vais secouer la boîte, et qu'est-ce qui en tombe ? Est-ce qu'il en tombe quelque chose et qu'est-ce qui en tombe quand je secoue un peu plus fort? Mais tu penses qu'on arrivera à un stade où en fait on va se dire non, mais de toute façon la qualité de ce que me donne aujourd'hui l'intelligence artificielle est suffisante pour complètement supprimer le filtre humain. Tu penses qu'on en arrivera là, à un stade? J'espère que non. J'espère que non, très sincèrement, parce que jusqu'à présent, chaque fois que l'intelligence artificielle est partie seule, je vais dire, et a été d'une certaine manière déconnectée de l'humain, on a eu des effets de bord qui étaient extrêmement malheureux. Hein. Il y a eu des gens qui ont été condamnés plus lourdement qu'ils n'auraient dû l'être à cause d'un scoring qui était basé sur l'intelligence artificielle et on a pu déterminer par la suite que ce scoring était biaisé, donc en fonction de catégories ethniques, en fonction de catégories sociales, etc. Donc, je vais dire, le risque est extrêmement important et j'ai eu une conversation très récemment sur un salon avec une personne qui m'a dit « Mais vous dites que l'intelligence artificielle est biaisée, mais je comprends pas, l'intelligence artificielle, elle se base sur le web. Donc le web, c'est la somme des connaissances. » Absolument pas. Le web est fortement biaisé parce que tout le monde n'est pas sur le web. Ma grand-mère, paix à son âme, n'a jamais vu le web de sa vie. Donc il y a toute une série, toute une catégorie de personnes qui ne publient pas sur le web, qui sont juste consommateurs, mais qui ne publient pas, donc qui n'ont pas de présence réelle, entre guillemets, puisqu'ils n'ont rien publié. Il y a énormément de gens, il y a la fracture numérique, elle existe cette fracture numérique, il y a énormément de gens qui ne savent pas utiliser les applications, qui ne savent pas se connecter sur le web, qui n'en voient pas l'intérêt, et donc, quelque part, ce sont des pans entiers de l'humanité et de la société, et je ne parle même pas évidemment des différences
entre les différents continents, les différents pays, en fonction des revenus par habitant, etc. C'est très clair aujourd'hui que cette fracture, elle est là. Et forcément, je vais dire, le web est biaisé. Forcément, l'intelligence artificielle qui se base sur le web est biaisée. Et on doit, d'une manière ou d'une autre, corriger le tir, ou en tout cas identifier les problématiques. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.